Et bienvenue tout le monde. Je vous donne la bienvenue à ce séminaire organisé par l'Axe Organisation sociale et collective de crise. Je suis Sonia Telorosa, je suis la responsable de l'Axe et je suis ici aussi avec Martine Vecina, qui est la co-responsable de cet axe de recherche. Et nous sommes très contentes de recevoir aujourd'hui Giovanni Cajava Santana. Merci Giovanni d'être là. Il va partager avec nous un des sujets, une de ses réflexions actuelles sur l'approche institutionnelle de la valeur sociale. Quelques informations avant de commencer notre séminaire, notre webinaire. Et d'abord, vous rappelez que le webinaire est enregistré et c'est là pour la diffusion. Et l'enregistrement va être disponible sur le site internet du CRIS dans les prochaines semaines. Donc, nous vous invitons à garder vos microphones fermés jusqu'à ce que vous preniez la parole. Et si vous ne souhaitez pas apparaître dans l'écran, s'il vous plaît, fermez vos caméras. Et si vous voulez poser des questions, bon, on peut les poser à la fin, mais vous pouvez aussi écrire dans les fils de discussion. Juste un petit rappel pour le déroulement de notre webinaire. On l'a planifié pour 12 heures de duration, donc de 13 heures à 15 heures. Et tout d'abord, je vais présenter Marley Posebon qui va animer notre séminaire. Et puis, Giovanni va être invité à présenter. Et après ça, on va ouvrir les questions, commentaires, échanges avec vous. Et donc, c'est à Marley Posebon. Et juste pour la présenter, Marley est notre chère collègue qui participe de l'Axe, responsable du pôle HEC CRIS HEC, et les professeurs titulaires au département d'affaires internationales à HEC Montréal, et aussi à l'École d'administration d'empresas de São Paulo, la Fondation Getúlio Vargas au Brésil, et les membres du CRIS, comme je disais. Et ces intérêts de recherche portent sur l'innovation sociale, le changement social, les technologies sociales, les dialogues mondiaux et locaux et le post-développement. Donc, je laisse le microphone avec Marley pour qu'on puisse commencer notre séminaire. Merci Marley. Mais je pense qu'il y a un problème avec la connexion. Ah, voilà. Gelé, mais bon, on va continuer. Ah oui, tu es retour, Sonia. Ok, alors bonjour, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir aujourd'hui de recevoir Giovanni Cajaiba Santana, professeur à Cage Business School. Et très rapidement, il a eu son baccalauréat à USP, Université de São Paulo, au Brésil. Après, il a travaillé dans les domaines financiers pour quelques années et il a décidé de suivre une voie académique en France. Il a un master à Grenoble et un doctorat à Lyon et EM Lyon Business School. Et ses intérêts de recherche, il travaille actuellement sur des nouvelles pratiques agricoles liées à la transition écologique. Il considère ces nouvelles pratiques sous l'angle de l'innovation sociale et des processus de valorisation. Et il y a aussi d'autres projets liés aux pratiques de petites entreprises liées à la responsabilité sociale. Il pourra parler lui-même de ces projets dans la présentation qui commence maintenant. Bienvenue, Giovanni. Merci Marley, merci tout le monde. Vous pouvez m'entendre là, c'est bon? Super. Alors, je peux déjà partager mon écran. Comme ça. Attendez. Tout était prêt il y a quelques minutes. Là, maintenant, ça bug. Ça arrive, voilà. Il faut que je recommence. Hop. Voilà. Parfait. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Marley, je connais Marley beaucoup avant qu'on se rencontre parce que
j'ai utilisé beaucoup de ces recherches. C'était une source d'inspiration pendant mon master et surtout pendant ma thèse de doctorat, où j'ai mobilisé certaines théories comme la théorie de l'structuration des Giddens, et Marley avait brillamment utilisé ça dans un de ses articles. Après, j'ai eu un grand ami à moi, Danilo Dantas, qui est venu s'installer à Montréal et travaille ici aujourd'hui à HEC Montréal. Donc, pour moi, c'était toujours comme un rêve de venir ici, de rencontrer ces personnes, de côtoyer des gens que j'ai lu leurs recherches. Les crises aussi, ça fait une partie intégrante de mes recherches. J'ai beaucoup lu des articles publiés par une grande partie de vous, chercheurs ici aux crises. Donc, pour moi, c'est un vrai plaisir d'être ici et partager un peu avec vous un peu de mes recherches. Cet article, en vrai, c'est un article qui vient d'une partie de ma thèse. Il est apparu justement dans une réflexion que j'ai eue pendant ma thèse. Pendant ma thèse, mon directeur de thèse, j'avais 2 directeurs de thèse, Alain Fayol et Guinaz Marty. Ce sont 2 chercheurs en entrepreneuriat. Et donc, j'ai basé ma thèse sur quelque chose qui était très à la mode à l'époque, qui était l'entrepreneuriat social. Et donc, la question que je me posais, c'était quels sont les paradigmes qu'on peut utiliser pour comprendre et mener des enquêtes dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Et donc, l'idée, c'était d'utiliser une partie, les mêmes paradigmes qui sont utilisés pour l'entrepreneuriat classique, et voir comment on peut les adapter, comment on peut les utiliser pour comprendre l'entrepreneuriat social. Et les paradigmes de l'entrepreneuriat traditionnel, c'était l'innovation, qui vient de la tradition schumpeterienne. Donc, l'entrepreneur, c'est celui qui va promouvoir l'innovation, qui va créer à travers de la destruction créatrice de nouvelles formes organisationnelles, de nouveaux produits, de nouveaux services. Un autre paradigme, c'était celui de la création de nouvelles organisations. L'entrepreneur, c'est celui qui crée une organisation. Un autre paradigme, c'est celui de l'opportunité. Donc, l'entrepreneur, c'est celui qui va identifier et exploiter une nouvelle opportunité d'affaires. Et le 4e paradigme, c'était celui de la valeur. L'entrepreneur, c'est celui qui va créer de la valeur nouvelle. Alors, la question était comment ces paradigmes peuvent être appliqués dans le contexte de l'entrepreneuriat social. Et donc, une partie de ma thèse était sur le concept d'opportunité. J'ai un article qui a été publié là-dessus. Un autre sur l'innovation sociale. Et cette discussion sur la valeur. Donc, si on parle d'entrepreneuriat social, peut-on parler des valeurs sociales? Et je voyais que beaucoup d'auteurs et beaucoup de praticiens avaient, comment on dit, commencé à utiliser cette idée de valeur sociale. Et donc, la question que je me posais, mais alors, qu'est-ce que c'est que la valeur sociale? Comment on peut étudier? Est-ce qu'on peut mener d'enquête? Comment on peut comprendre cette construction? Et ça m'a mené naturellement à des théories néo-institutionnelles, surtout l'école institutionnelle économique, pour faire certaines réflexions que j'aimerais bien partager avec vous aujourd'hui. Donc, la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est que la valeur sociale? Et pourquoi, finalement, est-il important d'en parler? Est-ce qu'on en parle depuis longtemps? Comment ce concept s'est-il ancré dans la discussion autour de l'entrepreneuriat, du management, de l'entrepreneuriat social et même de l'innovation sociale, des discussions même liées à la responsabilité sociale de l'entreprise, à l'économie du bien-être, du welfare state. Et donc, un premier constat que j'ai vu, c'est qu'il y avait un manque de discussion ontologique sur ce concept-là. Il y a beaucoup de définitions et souvent, même pas de définition. Souvent, on utilise ce concept comme en allant de soi. Et donc, comme on va discuter aujourd'hui, le concept de valeur, il vient de la discussion économique. Et vu
que l'économie néoclassique est devenue un paradigme dominant un peu dans la discussion économique, on a hérité naturellement, sans peu discuter, sans peu remettre en cause cette conception de la valeur et sans discuter de qu'est-ce qu'on parle vraiment d'un point de vue ontologique, de qu'est-ce que c'est que cette valeur sociale. Et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Donc ça, c'était un premier constat. Le premier constat, c'est que quand je fais mes recherches pendant ma thèse, j'avais du mal à trouver une conceptualisation, une structure ontologique de qu'est-ce que c'est la valeur sociale. Le deuxième constat que je viens de parler, c'est qu'en management, en gestion, le concept de valeur est finalement un héritage de la tradition économique néoclassique. On parle de valeurs en gestion souvent comme en allant de soi, mais implicitement, caché derrière ce concept, il y a toute une théorie d'économie néoclassique qui pose certains problèmes auxquels on va discuter aujourd'hui. Donc, quand on regarde historiquement, quand on regarde la littérature en gestion, et on fait une recherche un peu historique, les premiers écrits que j'ai trouvés où on parlait de valeurs en gestion, ça date des années 20. Un exemple, c'est cet article de Clarence Brown, qui était un économiste, qui dit dans un article qui a comme le titre Business Value, que la valeur d'une entreprise, c'est quoi? C'est la valeur économique actuelle du revenu net futur. Point barre. C'est exactement ce qu'on apprend dans les cours des finances traditionnelles. On regarde la quantité d'argent que l'entreprise peut créer avec un certain taux d'intérêt. On ramène ça à une valeur actuelle et voilà, ça c'est la valeur de l'entreprise. C'est strictement monétaire, fiduciaire. Il n'y a pas d'autre dimension de la valeur. Elle est purement monétaire, économique. Après, il fallait attendre les années 80, c'est en 86 qu'on voit le concept des valeurs pour les actionnaires, le shareholder value qui apparaît. Et dans ce concept, il y a quelque chose d'intéressant qui apparaît, c'est que jusqu'alors, on parlait de valeurs d'une façon très monétaire, très fiduciaire. Et avec cette discussion de valeurs pour les actionnaires, on a commencé à donner une distinction, un peu plus d'ouverture à ce concept de valeur. Parce que dans les valeurs pour les actionnaires, quand on parle, par exemple, un exemple très simple, quand Apple annonce qu'ils vont lancer le prochain iPhone, ils disent, bon, dans 6 mois, on va sortir le prochain iPhone. Et ce prochain iPhone, il va avoir une caméra plus performante. Qu'est-ce qu'on arrive presque à la minute près? C'est une augmentation du prix d'action d'Apple. Apple n'a pas sorti l'iPhone encore. Il n'y a aucune unité qui a été vendue, mais le prix de l'action augmente instantanément. C'est-à-dire que il y a une création de valeur sans qu'il y ait pour autant une vente, une production d'un produit dans un marché. Après, cette idée de valeur, de shareholder value, elle s'est élargie pour finalement arriver à la conclusion que le but ultime d'une entreprise, ça serait finalement de quoi? De créer de la valeur. Cette valeur, dans un premier moment, était pour le propriétaire, pour les actionnaires. Et après, on a élargi ça pour dire que la valeur, elle peut être aussi créée pour d'autres parties prenantes. Ça, évidemment, on passe par toute la discussion qui a eu lieu dans les années 70, où Milton Friedman disait, mais non, le but ultime de l'entreprise et aussi sa responsabilité sociétale est d'augmenter ses profits. En augmentant ses profits, on va payer plus d'impôts, et c'est au gouvernement de résoudre tous les problèmes d'ordre sociétal ou environnemental qui n'est pas de l'essor de l'entreprise. Il a fallu quelques décennies pour qu'on
puisse intégrer justement ce concept de responsabilité dans l'entreprise. Mais dans l'ouvrage de Rappaport en 1986, ce qu'il parle de valeur, c'est la valeur actuelle des flux de trésorerie provisionnelle en fonction du coût de capital. Encore, en 50 ans, rien n'a changé. On parle encore de valeur de façon strictement monétaire, fiduciaire, économique. Et c'est intéressant parce qu'à la même époque, c'était en 85, Michael Port a publié son ouvrage, Competitive Advantage, qui a été publié en 85. Et c'est dans cet ouvrage que Porter met en avant l'idée de chaîne de valeur. Et donc, c'est un concept très important en gestion. Dans toutes les écoles de gestion, on va apprendre ça à nos étudiants, de qu'est-ce que c'est que la chaîne de valeur de Porter. Et bien sûr, que la discussion de Porter, elle a le mérite de nous montrer comment la valeur elle a ajouté tout au long du processus de production pour montrer d'une certaine façon cette création de valeur. Mais en fin de compte, qu'est-ce que c'est que la valeur? Porter, il utilise une seule phrase dans l'introduction du livre qui dit « La valeur, c'est ce que les acheteurs sont prêts à payer pour un produit en service. » Point barre, c'est tout. Il n'y a aucune discussion après sur ce concept et peut-être à des dimensions non économiques, non financières de la valeur. Donc, ça reste toujours un héritage de l'économie néoclassique, même si on n'est pas encore entré dans les détails de qu'est-ce que l'économie néoclassique propose comme distinction de la valeur. On a justement accepté ça dans toute la discussion managériale, gestionnaire, depuis les années 20 jusqu'aux années 80, quand Porter et Rappaport ont publié leur ouvrage. Après, nous avons dans les années 90 les Resource-Based View, la théorie de management par les ressources de Jay Barney. Et la valeur, c'est un concept très important dans Resources-Based View, défini encore comme la différence entre les bénéfices obtenus et les coûts encourus. Ça, c'est la valeur, ça reste monétaire, ça reste fiduciaire, ça reste purement économique. Ça, c'était critiqué par d'autres auteurs, le fait qu'on ne prend pas en compte tous les processus sociaux de la création de la valeur. La création de valeur, ça reste un processus social, on va revenir là-dessus. Mais bon, le Resources-Based View a été critiqué pour ça, et ça n'empêche que ça reste tout de même une théorie largement utilisée dans les bancs des écoles de commerce et qui motive aussi beaucoup de recherches aujourd'hui. Après, on est déjà au XXIe siècle et Michael Port, il revient en 2011 avec un article qui a été publié dans Harvard Business Review où il y met en avant l'idée de valeur partagée. Avec une idée très intéressante, quand on lit l'article, Michael Port et Crumer, Mark Crumer, ils étaient deux, il met en avant l'idée que l'entreprise moderne, elle perd sa légitimité de plus en plus. Il dit que malgré tous les efforts des philanthropies, des responsabilités sociétales, l'entreprise moderne, elle perd sa légitimité auprès de certaines parties prenantes, auprès de la population. Et donc, il faut reprendre, regagner sa légitimité. Et Michael Port propose le concept de valeur partagée. Qui est intéressant. C'est la valeur totale créée par les entreprises et qui est par la suite partagée avec la société pour répondre aux besoins et défis auxquels les sociétés doivent faire face. Ça reste intéressant. Et on voit que dans la pratique, ce concept est très utilisé. Des grandes entreprises comme Coca-Cola et Nestlé, par exemple, utilisent le concept de valeur partagée de Porter pour justifier et donner un peu de légitimité à ces actions de responsabilité sociétale d'entreprise. Mais quand on lit le texte, quand on lit l'article de Porter Crumer, la valeur est définie toujours en une petite phrase, en passant, les résultats des revenus moins les
hein, ils disent clairement que le but ultime de l'entreprise, ça reste d'atteindre le succès économique. Hein. On aurait pu s'attendre à quelque chose comme le but ultime de l'entreprise est de créer de la valeur avec cette partie prenante, mais ce n'est pas ça que Porter met en avant. Toujours la valeur, c'est revenu moins coût, ça reste monétaire, ça reste fiduciaire. Et donc, après, dans la littérature en RSE, en responsabilité sociale d'entreprise, on travaille un peu plus élaboré. Hein. Dans un article qui a été publié en 2011 par Pelosai Chang, il met en avant une conception de la valeur qui sort dans notre article publié dans un journal de marketing très intéressant, qui ne parlait pas directement de responsabilité de l'entreprise. Mais dans cet article, Pelosai Chang, il se pose la question, tout à fait légitime, intéressante, de comment la RSE va créer de la valeur pour les parties prenantes. Et donc, il propose une définition de valeur comme une expérience interactive des préférences relativistes. Donc, la valeur, pour eux, elle est interactive, qu'elle ne peut pas être créée que lorsqu'une entreprise et une partie prenante s'y rencontrent. Bon, il faut voir qu'il parle des responsabilités sociales de l'entreprise. Hein. Ici, ce n'est pas de toutes les organisations, on parle vraiment d'entreprises, que la valeur est basée sur la préférence, car les gens peuvent juger les actions de l'entreprise comme bonnes ou mauvaises, positives ou négatives, favorables ou défavorables. Même si le fait que je juge favorable ou défavorable à une telle action, ça n'implique pas que ça a une création, une destruction de valeur de mon point de vue. Hein, mais bon. Et enfin, la valeur, elle est relativisée car les individus vont l'évaluer différemment. Donc, dans cette définition, qui n'est pas vraiment une définition dans le sens strict du terme, mais elle met en avant certains éléments de la valeur qui ne sont pas uniquement monétaires. On parle d'interaction, hein, chose qu'on ne voit pas beaucoup, qu'on n'a pas vu dans les écoles des gestions et les définitions qu'on vient de voir. On ne parle pas de cette interaction sociale, des idées, des préférences, hein, qui restent individuelles, hein, et aussi de ce relativisme, hein, que chaque individu peut avoir de la valeur différente. Donc, mais ça nous donne en fait une idée de comment le concept de valeur a été utilisé de façon certes instrumentale, mais largement utilisé en gestion, et qui nous fait en sorte d'utiliser ce concept comme en allant de soi. Hein, la valeur, on ne prend pas le temps de la définir. Et donc, mais d'où vient, hein, la question qu'on se pose, mais d'où vient justement cette tradition, cette vision traditionnelle de la valeur? J'ai cité plusieurs fois l'école néoclassique de l'économie. On va y revenir parce qu'en fait, ça date de longtemps. La question sur la valeur, elle se pose depuis la Grèce antique. C'était Aristote, hein, qui était l'un des premiers à observer que les biens, ils vont tirer leur valeur soit de l'utilité individuelle, hein, et reconnaître cette différence entre la valeur d'usage et la valeur d'échange. C'est très intéressant parce que dans le grec, Aristote utilise le mot axia pour la valeur. C'est un mot qui a été pratiquement perdu parce que nous avons pris le mot qui vient du latin, valeri. Hein. Valeri du latin, ça veut dire être fort, être puissant, être en bon état. Hein. Et ça, c'est justement parce que le mot, il commence à s'intégrer dans le vocabulaire européen à l'époque où on commence les grandes navigations, hein, et le commerce commence à apparaître, hein, on va dire les racines du capitalisme moderne. Et l'idée, c'est que quand on avait deux produits à comparer, on pouvait dire ce produit-là, il coûte plus cher parce qu'il se porte mieux que celui-ci. Il a plus de valeur, il a plus de valeur.
Et naturellement, le mot valeur a été, s'est introduit en fait presque comme un glissement sémantique dans le discours commercial, presque comme un synonyme de prix. Il a plus de valeur, donc naturellement, il a plus de prix. Mais le fait, c'est que pendant presque 1500 ans, cette discussion qu'Aristote a eue sur la valeur, elle était muette. Personne n'en parlait. C'était l'époque sombre qui s'est établie après la chute de l'Empire romain. Il a fallu attendre le 15e, 16e siècle pour qu'on reprenne cette discussion d'Aristote sur la valeur, justement le moment où le commerce commence à prendre l'essor dû aux grandes navigations. Et donc, à ce moment-là, il y a deux écoles qui vont se positionner, qui sont influencées par Aristote. Nous avons l'école de théorie de la valeur du travail, celle qui est mise en avant par Adam Smith, et après reprise par Karl Marx dans les richesses des nations. Et aussi une autre théorie de la valeur fondée sur l'utilité. Ça, elle a commencé avec l'école scolastique, surtout en Espagne, au cours du XVe siècle. Il est en quelque sorte formalisé par un Français, Étienne de Condillac en France, qui a publié un ouvrage dont on va parler la même année que Adam Smith. Et on doit citer aussi Jeremy Bentham en Angleterre, qui a mis en avant un concept philosophique, il n'était pas économique, il n'était pas économiste, de l'utilité qui a été par la suite utilisé par les économistes, et on va y revenir. Donc, Adam Smith, il reconnaît bien la différence entre valeur d'usage et valeur d'échange, et pour justifier son choix de parler que de la valeur d'échange, il met en avant ce qu'il appelle le paradoxe de la valeur. Et dans le paradoxe de la valeur, il dit rien n'est plus utile que l'eau. Donc, il y a une valeur utile pour la vie, on ne peut pas vivre sans eau, mais elle ne permet d'acheter que peu de choses. Aujourd'hui encore, l'eau, c'est le liquide moins cher qu'on peut trouver dans le marché. C'est vrai que le prix de l'eau, il varie d'un pays à l'autre. Ça dépend justement de tous les efforts que le pays met en place pour la purifier et la rendre potable. Mais ça reste le liquide moins cher qu'on peut trouver dans les marchés. Et si on veut, juste pour une anecdote, le deuxième liquide le moins cher qu'on trouve sur les marchés aujourd'hui, c'est le pétrole. Pour dire que le pétrole ne coûte pas grand-chose vraiment. Et on est tellement dépendant parce qu'il y a une charge énergétique incroyable. Mais bon, dans certains pays, le lait de vache peut être moins cher que le pétrole. Mais en règle générale, c'est le deuxième liquide le moins cher qu'on peut trouver. Donc, on peut avoir que peu de choses en échange de l'eau, parce que elle ne peut pas permettre d'acheter grandes choses. Un diamant, en revanche, n'a pratiquement aucune valeur d'usage. Je ne fais pas grand-chose avec un diamant, mais une très grande quantité d'autres biens peuvent être échangés contre ce diamant. Donc, pour ces paradoxes-là, Adam Smith dit que finalement, l'économie et la valeur en économie doit s'intéresser à trouver les principes qui vont régir la valeur d'échange des marchandises. C'est ça qui importe. Ce qui est important pour l'économie, c'est la valeur d'échange, pas la valeur d'usage. Et donc, d'après Smith, bien sûr. Et le travail est donc la véritable et unique mesure de la valeur échangeable de toutes les marchandises. C'est ça l'idée qui est mise en avant par Adam Smith, qui a été reprise après par Karl Marx, on va y revenir. Et d'un autre côté, nous avons Étienne de Condillac. C'est intéressant, moi j'ai une histoire particulière avec Condillac, parce que quand je suis arrivé en France pour faire mon master, j'étais à Grenoble, dans une résidence étudiante qui s'appelait Condillac. Et à l'époque, je n'avais aucune idée de qui était Condillac. C'est quand j'étais en train de faire ma thèse que j'ai vu qu'Étienne de Condillac, elle était née à Grenoble. Et à la même année où Adam Smith a publié La richesse des nations, il a publié un traité en économie aussi, qui s'appelle Le commerce et le gouvernement considérés relativement l'un à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que les historiens de l'économie
classe cet ouvrage de Condillac comme la plus ancienne déclaration explicite sur le véritable lien entre la valeur et l'utilité. Donc, nous avons William Jevons, qui était l'un des pères de l'école néoclassique d'économie. C'est l'un des pères de la révolution marginaliste en économie, on va y revenir, qui dit, mais finalement, les sources de cette révolution marginaliste basée sur l'utilité viennent d'Étienne Condillac. Et Étienne Condillac, il propose une solution au paradoxe proposé par Smith de façon très simple, en disant, dans un contexte de pénurie d'eau et des besoins qu'on a d'eau pour vivre, n'importe quel individu n'hésiterait pas à changer ses diamants contre de l'eau. Tout dépend du contexte. Donc, Étienne Condillac dit que dans un contexte de pénurie, voilà, l'eau, elle peut avoir énormément de valeur d'échange, même plus important que des diamants. Peut-être celui qui possède l'eau, il ne serait pas ouvert à échanger son taux contre des diamants. Et celui qui a des diamants, il n'hésiterait même pas une seconde. D'accord? Donc, c'est à ce moment-là que l'idée d'utilité, elle commence à rentrer dans le discours économique. Et là, on va utiliser une définition d'utilité qui vient de la philosophie. Jeremy Bentham, qui n'était pas un économiste, il se positionnait plutôt comme philosophe, il définit l'utilité comme le bénéfice, avantage, plaisir, bien, au bonheur, ou tout l'effort qu'on fait pour nous garder d'un méfait, d'une douleur, d'un mal, ou d'un malheur pour la partie dont l'intérêt est considéré. Donc, c'est une vision bien hédoniste. C'est que l'être humain, il y cherche l'utilité, il y cherche le bonheur, il y cherche aussi à réduire son malheur, sa souffrance, sa douleur. Donc, cette quête pour l'utilité proposée par Bentham a été introduite dans l'économie. Et donc, William James, dont on vient de parler, dit clairement, la valeur dépend entièrement de l'utilité. À la même époque, Clark, j'ai oublié son prénom, mais bon, il est né dans la même période que Jevons. Jevons, il est décédé en 1886. Cet ouvrage dont je cite, c'est posthume. Et Clark était un jeune étudiant en économie qui plus tard a dit la valeur est la mesure quantitative de l'utilité. Et donc, ça, c'est très important parce que c'est sur cette base-là que l'économie néoclassique va être établie et c'est sur cette discussion-là qu'on va hériter en gestion cette discussion sur la valeur. D'accord? Donc, la théorie de la valeur du coût de production a été reléguée dans les limbes des antiquités et a été supplantée par la doctrine de l'utilité marginale. Ce qui nous dit cet autre économiste Seligman, donc on va revenir dans quelques minutes. Et quand on regarde les auteurs néoclassiques, ils n'hésitent pas à dire qu'en équilibre, la valeur marginale des biens est juste égale à leur prix. Pourquoi on parle ici de marginal? Parce que ce qui intéresse pour l'économie néoclassique, ce n'est pas l'utilité en soi, mais l'utilité marginale. C'est avec l'utilité marginale que finalement, on va faire la courbe de demande, la fameuse courbe d'offre et la demande. La courbe de la demande, c'est exactement la courbe de l'utilité marginale, qui est très simple. L'idée, c'est que, imaginons que vous êtes amateur de chocolat. Donc, je vous amène une barre de chocolat et je vous dis combien êtes-vous prêt à payer pour cette barre de chocolat. Bon, si vous aimez le chocolat et vous avez de l'argent, vous allez me donner le prix de marché, je ne sais pas, 2 $ pour la barre chocolatée. Et donc là, je vous propose, mangez-la, et après fini, je vous propose une deuxième. Combien vous payez pour la deuxième? Et on va continuer ça avec une troisième, une quatrième, une cinquième. Vous voyez bien ce qui va se passer. À un moment donné, vous avez trop de chocolat. La barre additionnelle ne va pas procurer le même plaisir que vous avez eu pour la première consommation. Donc, au fur et à mesure que j'augmente la quantité de chocolat, vous êtes moins ouvert à payer les 2 $ que vous avez payé pour la première barre chocolatée. Ce concept, le concept d'utilité marginale. Quel est le plaisir qui me procure la consommation de barre chocolatée, une barre additionnelle chocolatée? Et donc,
ce que disent les économistes néoclassiques, c'est en équilibre, la valeur marginale des biens est juste égale à leur prix. Et la valeur marginale, c'est justement l'utilité marginale que la consommation ou l'achat d'un tel produit ou service va nous proportionner. D'accord? Et donc, le problème avec ça, c'est que l'utilité en soi, c'est un concept tautologique. Donc, quand on regarde la définition en économie, on va voir quelque chose comme l'utilité et la qualité des marchandises ont de l'utilité, qui vont inciter les individus à les acheter. Et le fait que nous, en tant qu'individus, qu'agents économiques, nous voulions acheter ces marchandises, montre qu'elles ont de l'utilité. Donc, il y a une circularité dans cette définition, ce qui fait en sorte que c'est très compliqué d'observer cette utilité et voir quelque chose où je veux arriver, le processus d'évaluation. Comment les gens donnent la valeur aux choses, et pas seulement aux choses qui s'achètent. Et ces choses qu'on n'achète pas et qu'on ne veut pas vendre, elles ne sont pas couvertes justement par ce formalisme économique. D'accord? Donc, il faut attendre le début du XXe siècle pour qu'on commence à parler de cette idée de valeur sociale. Mais déjà, pendant le XIXe siècle, ce débat, il était vif. Et cette idée qu'il fallait intégrer une dimension plus de la valeur, elle existait dans le débat, elle existait parmi les économistes. Un exemple, c'est Frédéric Bastiat, c'est un économiste français du 19e. Et dans cet ouvrage, Bastiat commence l'ouvrage, la première phrase, c'est la suivante. Dissertation, ennui. Dissertation sur la valeur, ennui sur ennui. Et j'ai dit, c'est dommage parce que je trouve ça passionnant, cette discussion sur la valeur. Et Bastiat, c'est l'un des premiers qui dit, mais attendez, il faut absolument qu'on puisse réintégrer la dimension sociale. Il dit que l'idée de valeur, elle rentre dans le monde quand deux personnes se disent, fais ceci pour moi et je ferai cela pour toi. Ils arrivent en accord. Et donc, il y a un échange que d'après ces acteurs-là, c'est valait entre eux. Et cet échange, c'est un rapport social. C'est un rapport social. Ce n'est pas seulement une question de offre et la demande des prix. Bien sûr, je ne nie pas l'importance de l'offre et la demande, mais cette dimension sociale est très importante. Et Bastiat, c'est l'un des premiers qui attire l'attention à ça. Après, Marx, c'est peut-être l'un des premiers aussi à attirer l'attention à cette dimension sociale, parce que Marx, il reprend en fait l'idée mise en avant par Adam Smith de la valeur, mais il ne regarde pas la valeur du point de vue du travail individuel, mais comme donc la valeur du point de vue de Marx, elle intègre, au moins elle essaye d'intégrer cette dimension sociale qui est un peu perdue dans la discussion néoclassique basée sur l'utilité marginale. Après, il faut attendre quand même le début du XXe siècle. C'est la première fois où on voit cette terminologie valeur sociale apparaître. Seligman, qui a écrit un article que je vais vous montrer prochaine slide, en 1901, il dit « La valeur n'est pas une affaire individuelle, mais sociale, puisque c'est la société dans son ensemble qui donne une valeur aux choses, ce qui implique que la valeur dont traite l'économie, elle est essentiellement sociale. » Et donc ça, c'était un article qui a été publié en 1901, et d'après mes recherches, c'est une des premières sources où le mot, l'expression valeur sociale apparaît dans une publication scientifique. Après, il faut attendre 1911 pour que Anderson publie cet ouvrage où il dit « La valeur économique et sociale est une valeur institutionnelle, particulièrement pondérée et contrôlée par les individus, les classes et l'institution. »
Et donc là, on est la première décennie du XXe siècle. Hein. La révolution marginaliste, qu'on dit en économie, elle commence à prendre de l'essor. Hein. Et cette bataille idéologique que les institutionnalistes ont commencé à créer, elle est presque perdue d'avance. Parce qu'en fin de compte, on va voir, pour l'économie néoclassique, ce qui importe, c'est le prix des choses. Hein. Et ça, c'est ce qui nous montre Schumpeter. Je me souviens que quand j'ai trouvé cet article de Schumpeter, un des concepts of social value, j'ai dit, waouh, là, ça va être intéressant parce que Schumpeter, c'est un des plus grands économistes du XXe siècle. Et voilà qu'il, lui, il parle de la valeur sociale. Et quand on regarde son article, qui a été publié en 1908, il est dit, mais voilà, le concept de valeur sociale, il est indispensable pour étudier une société communiste. En dehors de ça, ça relève de la science-fiction. Il dit que une théorie de valeur sociale cannot be accepted as a fully satisfactory statement of facts. C'est n'importe quoi. Ce qu'il dit Schumpeter dans son texte, c'est que les gars, ce qui est important, c'est de savoir le prix des choses. Hein. Avec le prix des choses, on peut comprendre comment les agents économiques vont se positionner, comment on va structurer les cours de l'offre et la demande. Cette histoire de valeur sociale, elle n'a pas lieu d'être dans la discussion économique. Et je pense, je ne sais pas vraiment, mais je pense que cet article de Schumpeter a mis en silence la discussion sur le concept de valeur sociale pour plus de 50 ans. Pendant plus de 50 ans, j'ai trouvé presque rien sur une discussion sur la valeur qui n'était pas seulement une valeur financière, une valeur où on pourrait prendre en considération les dimensions sociales. Il fallut attendre les années 70 pour que on commence à parler justement de la responsabilité sociale d'entreprise, qu'on commence à parler de développement durable. Et là, surtout les gens de la pratique commencent à utiliser ce terme de valeur sociale. Et peu à peu, il a commencé à revenir en mode et être utilisé pour des chercheurs. Bien sûr, je ne parle pas des chercheurs dans l'école institutionnelle d'économie, hein, que eux, dans l'héritage de certains auteurs comme Dewey, Clarence Harris, Thorsten Veblen, ont gardé de façon un peu cachée cette discussion sur la valeur, hein, parce que la théorie économique institutionnelle est beaucoup plus large que ça. Et je dis aussi, vous avez bien compris, je ne suis pas économiste, hein, je me glisse un peu dans cette discussion. D'accord? Et donc, l'école institutionnelle, elle a commencé à prendre forme aussi comme se positionnant comment dire, en contrepartie, hein, c'est pas le terme que je cherche, mais en se positionnant de façon distincte de l'économie néoclassique, hein, l'économie classique, en se disant, mais voilà, une théorie de prix, elle doit être en partie une théorie aussi des idées, des attentes, des habitudes, des institutions, impliquant des routines et des processus d'évaluation. Sans une telle théorie, il n'y a pas d'explication adéquate de la façon dont les individus calculent ou forment des attentes qu'ils ont pour l'avenir. Parce que l'idée, les choses auxquelles on donne valeur ne sont pas seulement les choses auxquelles on achète, ce n'est pas seulement un échange. Il y a des choses auxquelles on donne en valeur, il y a tout un processus à comprendre qui ne sont pas là pour être échangés, hein, qui n'ont pas une valeur d'échange en soi, qui n'ont pas même une valeur d'usage en soi, hein, mais ont tout simplement de la valeur pour nous. Okay? Et donc, l'école institutionnelle, elle a mis en avant l'idée que les gens ne sont pas seulement des individus uniques. Hein. Si j'avance un peu,
le slide suivant, et après je reviens sur la définition proposée, quand Margaret Thatcher a dit there is no such thing as society, there are individual men and women. À la même époque, Amartya Sen, prix Nobel de l'économie pour ses travaux sur l'état du bien-être, il a dit que cette posture péjorative à l'égard des institutions et de l'action collective est le résultat de quoi? D'une théorie économique construite sur le concept d'utilité comme principe de valeur. Et pourtant, Sen n'est pas un économiste institutionnel, quoi. Il ne le présente pas comme ça au moins. Et donc, l'idée ici, qu'un des penseurs de l'économie institutionnelle, tout a dit, c'est que, voilà, les gens vivent dans des communautés. Ils construisent des cultures, des institutions qui sont des modèles de comportement et d'attitudes corrélés, qui coordonnent la vie et la communauté. Les institutions sont donc essentielles pour spécifier les codes, les règles, les coutumes, et elles apportent un équilibre à la communauté. Donc, il faut qu'on puisse prendre ces éléments pour savoir comment les jeunes donnent de valeur aux choses et pourquoi ils donnent de la valeur à ces choses-là. Okay. J'avance un peu, je vois que j'ai un peu en retard. Après, quand on regarde comment la valeur est utilisée dans la discussion, à l'époque, je me suis centré sur l'entrepreneuriat social. Donc, il y a plein de littérature que j'ai regardé sur l'entrepreneuriat social et comment l'entrepreneuriat social, la discussion entrepreneuriat social utilisait la valeur sociale. Et donc, on voit que même dans le domaine de la recherche, on commence à s'approprier de la valeur sociale en utilisant le concept d'utilité. Donc, nous avons des articles comme Stevens en 2008 qui étudie la valeur d'usage créée par les entreprises d'entrepreneuriat social. Comment il crée de la valeur d'usage. Santos, un grand chercheur qui est portugais et qui habite en France, il propose comme définition de la valeur pour l'entrepreneuriat social comme l'augmentation de l'utilité des membres de la société. Encore, on prend l'utilité naturellement et on la remet là-dedans. Mourgue, en 2010, présente un modèle pour concevoir la valeur sociale où la valeur émerge de l'interaction de l'offre et de la demande. Et qu'est-ce qu'elle reflète à la fin? Mais c'est tout simplement ce que les personnes, les organisations sont prêtes à payer pour ça. Et donc, à ce moment-là, j'ai trouvé ça dommage. J'ai dit, comment ça se fait qu'on ne parle pas de qu'est-ce que c'est que la valeur et comment on peut chercher des nouvelles formes de concevoir de la valeur, que pas cette chose en allant de soi qui a toute une charge historique basée sur ce concept d'utilité qui, en fin de compte, c'est très réducteur de ce qu'on peut avoir de la valeur. Et donc, voilà, rapidement ici, il me reste 5 minutes, je propose ici une comparaison que je développe plus en détail dans l'article, sur ce qu'on peut voir dans l'approche basée sur l'utilité et l'approche basée sur l'école institutionnelle. En gros, l'unité d'analyse est la passe de l'individuel pour une histoire qui prend plus en compte le groupe, la communauté. La base d'analyse pour la théorie de valeur basée sur l'utilité, elle est le présent. On veut soit ramener les valeurs futures à présent pour savoir quelle est la valeur présente de quelque chose, ou le plaisir que quelque chose peut me donner pour l'avoir maintenant, pour consommer maintenant. Si je ne peux pas consommer maintenant, si je ne peux pas avoir l'usufruit de mon argent maintenant, il faut qu'on me paye un taux d'intérêt. Un taux d'intérêt pour que je puisse laisser pour après le plaisir que ça me procure aujourd'hui. Tandis que dans l'approche par des institutions, on se base, et ça c'est quelque chose qui est mis en avant par les grands classiques de théorie institutionnelle, sur le futur. On parle de développement, d'accord? De développement, de progrès, et pas seulement de croissance économique. Et pas seulement, on ne va pas dire quelle est la valeur d'usage que les gens peuvent avoir après un projet de changement social qui est promu par une organisation sociale ou par une innovation sociale.
l'action collective, hein, on va parler de quels sont les instruments des institutions ou des constructs sociaux collectives qui vont définir cette action. Hein. L'idée de l'analyse, elle n'est pas situationnelle, mais plutôt processuelle. Hein. Et donc là, j'y avance ici pour une définition de la valeur, qui ce n'est pas celle pour l'instant que je propose, mais c'est celle sur laquelle je m'inspire beaucoup, qui est donnée par O'Donnell dans les années 50. Ce que nous entendons par la valeur, expérience dans les continuums et le concert de la vie sociale. L'importance qu'on donne à ces choses, pas le prix. Dire cela ne revient pas à nier que les valeurs sont liées au désir, la satisfaction. Cela signifie que les désirs, la satisfaction ont une signification et un sens, c'est-à-dire une valeur, en fonction de leur relation avec le continuum et le concert de l'expérience de la civilisation. Et donc, la question, hein, c'est quel est le processus d'évaluation? Comment les gens, ou comment nous donnons de la valeur aux choses? Et pour cette discussion, je me suis inspiré de Dewey, hein, qui a été considéré comme l'un des pères fondateurs de l'école institutionnelle. N'était pas un économiste, mais un philosophe. Hein. Et l'idée, c'est qu'il dit, ce processus d'évaluation, il est tout à fait compatible avec l'enquête et le jugement. C'est-à-dire qu'on peut mener une enquête pour savoir comment les gens donnent de la valeur aux choses. Hein. Dans un article que je travaille en parallèle avec ma femme et d'autres collègues, on est en train justement d'analyser certaines nouvelles pratiques agricoles, hein, qui se passent en Corse, en France. On a présenté cet article il y a 2 mois ici à HEC. Et une chose qui nous attire l'attention, c'est justement comment les gens vont créer ces processus d'évaluation. Parce que nous, on arrive avec notre mentalité en disant, mais voilà, il faut avoir de nouvelles pratiques écologiques, parce que c'est une demande institutionnelle liée au réchauffement climatique. Hein, donc, il faut absolument qu'on trouve de nouvelles façons de faire l'agriculture. Hein, parce qu'on parle de nourrir une population grandissante, il faut qu'on puisse faire ça tout en réduisant l'empreinte carbone de cette production. Donc, ça nous semble évident. Et quand on arrive sur le terrain, on voit qu'il y a toute une autre dimension sociale, institutionnelle, qui font en sorte que les agriculteurs vont donner de la valeur à certaines pratiques au détriment d'autres. Et pas seulement cette idée que nous, en tant que non-agriculteurs, avons, en disant il faut changer parce qu'il faut changer. Voilà, le monde en a besoin, hein, de ces changements de pratiques-là. On va voir les rôles qui jouent la famille, le rôle qui joue les clans, les rôles qui jouent l'histoire, hein, de ces gens-là. Et donc, ça, c'est identifiable. Hein. Il y est certes influencé par certaines logiques institutionnelles, hein, mais ce processus-là qui peut être très, très, très intéressant. Hein. Et pas seulement des savoirs à quoi les gens donnent de la valeur, mais comment les gens donnent de la valeur. Donc, cette valeur, d'après Dewey, elle est compatible tout à fait avec l'enquête. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous manque justement dans la recherche empirique, quand on parle de la valeur créée par certaines actions en responsabilité sociale ou entrepreneuriat social, ou certaines entreprises sociales, de comment les jeunes vont donner de la valeur aux choses qu'ils donnent de la valeur. Il faut, dans un premier moment, comprendre ça, et je pense que le cadre théorique de la théorie institutionnelle peut nous donner énormément d'insights et des idées pour ça. De toute façon, mon idée avec cet article et avec cette discussion, justement, d'entamer une discussion.
sur ce concept qu'on utilise comme allant de soi, c'est la valeur sociale, sans se rendre compte des fois qu'on est en train d'utiliser des idées qui viennent d'une économie basée seulement sur les prix des choses, et on commence à intégrer ça dans notre discussion. Après, il y a le risque d'une instrumentalisation du concept de valeur, hein, parce que naturellement, ce qu'on veut, c'est de savoir comment on peut mesurer ce truc, comment on peut mesurer la valeur sociale, parce que ce qu'on ne peut pas compter ne compte pas. Et je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne question. Hein. Aujourd'hui, quand je vois les gens qui réfléchissent sur comment compter, hein, comment mesurer, les modèles des mesures, ils sont légion. Hein. La dernière fois que j'ai lu un article, elle avait comptabilisé, l'auteur, 75 modèles différents des mesures de valeur sociale. Hein. Donc, la mesure, c'est que la question, c'est se pose comment adéquat, ça se pose, mais des mesures, il y en a. Hein. Donc, au lieu de penser seulement sur la mesure, pensons au processus d'évaluation. Parce qu'en comprenant le processus d'évaluation, on peut mieux comprendre de comment créer de la valeur. Hein. Des fois, la création de valeur, elle existe basée sur la préservation. Des fois, les gens ne veulent pas le changement, justement. On veut rester comme on est, on veut garder nos traditions, parce qu'elles sont nos traditions. On veut garder cette forêt comme elle est. On n'exploite pas, des fois c'est juste une montagne. Cette montagne est sacrée pour nous. Donc elle est sacrée, on veut la garder, la préserver, c'est de la valeur pour nous. Elle n'est pas échangeable, elle n'est pas une source de quoi que ce soit, mais elle est une source de valeur. Et ça peut nous expliquer énormément sur comment réfléchir par la suite sur création de valeur et même la mesure. Bon, je vois que j'ai dépassé un peu le temps, désolé, mais je suis très curieux de voir vos points de vue, parce que je sais que c'est un sujet épineux, c'est un sujet complexe, et à chaque fois que j'ai présenté mes recherches, il y a des critiques, des commentaires qui vont dans plusieurs sens, et c'est toujours enrichissant, Donc, merci beaucoup pour votre attention. Désolé de voir dépasser un peu le temps, mais la parole est à vous. Merci beaucoup, Giovanni. C'était vraiment fascinant de t'entendre, et je crois que tu nous as un peu fourni une espèce de biographie du concept de valeur sociale que j'ai trouvé fascinante avec toutes tes réflexions. Avant de passer la parole et aux questions de tous ceux qui participent aujourd'hui, j'aimerais te poser une question plutôt de clarification. À la fin, tu mentionnes Dewey. Et moi, j'ai toujours associé, j'ai même discuté avec Fabio, qui est ici avec moi, j'ai toujours associé Dewey au pragmatisme. Oui. Et tu le présentes un peu comme un des fondateurs de la théorie ou de l'école institutionnelle. Je t'avoue que c'est nouveau pour moi. Alors, si tu pourrais clarifier un peu, si tu places la fin de tes travaux où tu commences un dialogue avec l'école pragmatiste, où tu restes vraiment plutôt dans les théories institutionnelles. Pour moi, c'est un moment de clarification parce que ça m'a un peu frappée. J'ai jamais entendu parler de Dewey comme un institutionnaliste. Alors, peut-être c'est mon ignorance, je ne connais pas assez bien le parcours de ces penseurs. Non, mais c'est dur de ne pas être un peu ignorant quand on parle de Dewey. C'est-à-dire que Dewey, il écrit énormément de choses. Hein, énormément de choses. Il y a, si je ne me trompe, plus de 140 articles publiés, plusieurs ouvrages. Et bien sûr, on va naturellement le lier à l'école pragmatiste. Hein. Je sais parce que ma femme, elle étudie de près l'école pragmatiste, elle la connaît mieux que moi. Mais moi, j'ai fait le choix un peu, comment on dit, un peu minimaliste de rester sur la discussion qui Dewey apporte à la valeur. Et je dois même clarifier une chose. Hein, quand on lit Dewey,
il ne parle pas seulement de la valeur, mais des valeurs. Et ça, il faut faire une distinction parce que quand on parle des valeurs au pluriel, on est plutôt en train de parler des éléments fondateurs de notre moralité. J'ai certaines valeurs, vous avez vos valeurs, et ces valeurs-là au pluriel, il y a une théorie que les étudie, c'est l'axiologie, qui vient de axa dans le grec, qui veut dire valeur. Tandis que la valeur au singulier, on va plutôt l'utiliser dans les domaines économiques, toute la discussion que j'ai faite jusqu'ici. Et donc, Dewey, certes, c'est le père fondateur de l'école pragmatiste, je ne l'enlève pas, mais beaucoup de ce qui a été dit était utilisé par l'école institutionnelle économique. Il était l'un des grands influenceurs de Clarence Ayres, de Thorsten Veblen, sur les éléments fondateurs de l'économie institutionnelle. Et donc, voilà, j'utilise une toute petite partie de ce qu'a fait Dewey sans rentrer dans ses contributions à l'école pragmatiste. C'est vrai que Dewey il parle énormément de la démocratie, par exemple, la démocratisation des institutions. Et moi, j'ai fait le choix, certes timide, de me concentrer au moment où il parlait de la valeur ou des valeurs pour m'intéresser justement à ce que je trouve fascinant dans ces propos, que c'est la valuation des choses. Mais voilà, tu as tout à fait raison. Et je pense que tu connais Dewey mieux que moi. Non, en fait, non, c'était vraiment comme une question de clarification avant d'ouvrir le débat. Alors, je ne sais pas si tu préfères peut-être arrêter avec le partage d'écran pour qu'on puisse se voir un peu. Ah oui. Et là, je crois qu'on passe aux questions. Alors, je vois Amine. Oui, bonjour. Merci pour ce beau tour, beau tour historique de l'idée de la valeur. Ça nous a fait un peu, effectivement, je trouve qu'il y avait beaucoup de réflexions comme philosophiques, un peu d'économie et tout. J'aime bien cette approche un peu multidisciplinaire et puis qui nous amène à nous questionner nous-mêmes parce que en tant que chercheurs, penseurs, etc., sur la question de la valeur. Moi, je suis en innovation, société culture. Je travaille pour la société de valorisation, justement de l'innovation de Axelis, qui est chez Axelis. Donc, c'est la société de valorisation québécoise. Alors, je m'interroge, moi je suis en gestion de projet en société, et je m'interroge sur la question de la valeur sociale. Je suis sociologue aussi, docteur en sociologie. Et donc, bien sûr, c'est comme, on dirait qu'il y a comme toujours ce monde partagé entre le côté pragmatique, rationnel, cartésien, puis le côté un peu plus sensible, plus porté par le plaisir, la subjectivité en fait, toujours la bipolarité là. Mais moi, ce que je m'interroge par rapport à tout ça, effectivement, pour l'évaluation, la question du processus de l'évaluation, comment, en tout cas en ce qui me concerne moi, comment évaluer, comment rendre opérationnel un processus de valuation, par exemple, de connaître la valeur sociale d'un projet quelconque et tout. Est-ce qu'il y a un processus, est-ce qu'il y a une méthode que vous nous conseillez ou pas? Alors, la question est intéressante. Et je suis gêné de vous dire que non, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Ce processus d'évaluation, c'est un processus social. Donc, les psychologues en psychologie sociale, ils ont beaucoup apporté, comme les sociologues, comme les économistes. Moi, en tant que gestionnaire, en chercheur en organisation, j'ai choisi, c'est un choix naturel, d'utiliser le cadre institutionnel. Donc, par exemple, pour l'enquête qu'on mène en Corse, on utilise la théorie institutionnelle, notamment les logiques institutionnelles pour comprendre ce processus
d'évaluation. Le processus d'évaluation, peut-être le seul petit conseil que je peux vous donner, c'est que bizarrement, on doit l'analyser sans jugement de valeur. C'est ça. C'est compliqué. Hein, on a toujours notre jugement de valeur en tant que chercheur. Hein. Mais l'idée, c'est qu'en utilisant le cadre théorique, je veux juste comprendre comment les gens donnent du sens à ce qu'ils font. Hein. Quel est ce sens-là? Et en tant que chercheur en organisation, la théorie non institutionnelle, que je connais un peu, me donne des éléments d'analyse. Mais j'ai trouvé très peu de travaux, par exemple, en psychologie sociale. Je m'intéresse un tout petit peu, je ne connais pas trop, hein, qui sont intéressantes. Après, bon, la question s'y pose aux sociologues, s'y pose aussi aux économistes. Hein. Ce que je dis, et c'est basé sur Dewey, hein, c'est qu'il y a un processus. Hein. Il y a un processus, il doit être analysé en tant que tel. Est-ce qu'à la fin, on va réussir en quantification de la valeur? Je ne sais pas. Je ne cherche pas ça pour l'instant. Je cherche juste comprendre le processus d'évaluation. Vous voyez, je sais que c'est un peu... je vous laisse un peu sur votre faim, mais je suis confronté. Non, juste pour rebondir, c'est parce que la valeur, c'est ça. Moi, j'analyse des projets. Donc, il y a des projets qui vont être plus économiques, d'autres plus sociaux, d'autres plus gestion, d'autres plus management. Mais c'est quoi? Il y a des gens qui disent, mais c'est quoi l'innovation dans ces projets? C'est quoi la valeur sociale? Comment on peut dire que ces projets en gestion, ça a la même valeur, ou ça a aussi une valeur sociale, on va dire, qu'un autre projet qui peut être en technologie, ou en santé, ou n'importe quoi. Donc, moi, je dis, il y a de la valeur sociale dans tous les projets, partout, il y a de la valeur sociale. Je suis quand même, on va dire, une sociologue qualitativiste, mais c'est vrai que c'est difficile de le communiquer, en tout cas, suivant les disciplines. Ah oui, je sais, parce que, en compte, on veut pouvoir comparer quel type de valeur. Et je sais que ça c'est un grand problème. Moi, je commence ma thèse. Je suis parti sur cette idée de proposer un modèle révolutionnaire qui résumerait de la valeur sociale. Et je me suis vite démotivé, tellement c'est complexe. Hein. Et il m'a fallu des années de réflexion pour dire, mais finalement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, moi, en tant que chercheur, de regarder le processus d'évaluation. Mais sans pour autant nier le fait qu'on a besoin de modèles qui puissent mesurer, comparer. Hein. Mais des fois, par exemple, il y a de la valeur qui est créée sans qu'il y ait vraiment de changement. Les gens, justement, pour eux, la valeur est créée par le fait qu'on ne change pas, qu'on veut garder les traditions, qu'on veut garder les choses comme elles sont. Hein. Il y a des définitions de valeur sociale basées sur l'importance que les gens donnent au changement. Aucun problème là-dessus, hein, mais c'est juste qu'on peut laisser de côté justement la valeur qui est créée justement par l'absence de changement. Mais bon, c'est une vraie question, ce que vous posez, et pour laquelle je n'ai pas vraiment la réponse. Fabio. Parfait. Oui, non, c'est parce que je suis dans la même salle que Marley, donc on doit coordonner nos sons, sinon ça fait de l'écho. La mienne, oui, c'est ça. Giovanni, c'est très intéressant. Wow, c'était vraiment un cours d'histoire de la valeur. C'est pas une question, c'est juste un commentaire, en fait, une curiosité. Parce qu'à la fin, tu disais que bon, l'évaluation hein, d'une montagne qu'on ne veut pas changer, on ne veut pas détruire la forêt, donc il y a une valeur associée à ça. Et là, ça m'a fait penser aussi à des textes que je vis sur psychologie sociale, justement,
qui parlait de ça. Donc, la valeur, c'était pas nécessairement la valeur, mais c'était la possession. Donc, des choses qu'on possède, elles passent à faire partie intégrante de notre identité. Donc, dès là, alors, l'envie de garder une montagne sacrée, intouchable, de ne pas détruire des monuments historiques, etc., parce qu'on s'identifie à ça. Donc, ce lien entre identité, possession et valeur, ça pourrait être aussi quelque chose éventuellement à avoir dans ce processus d'évaluation. Merci. Ah oui, j'en prends note, j'en prends note. Merci, Freud. L'identité, c'est quelque chose qui ressort dans le terrain. Ça, c'est un lien direct à ceux que je donne de la valeur. Mais j'en prends note. Et si tu as des références à me proposer en psychologie sociale, je suis prenant. Sonia. Merci Marley et merci Giovanni. Moi aussi, j'ai trouvé extrêmement intéressant, comme on disait Marley, cette espèce de biographie du concept de la valeur, c'est très apprécié. Moi aussi, je me suis posé la question quand je t'ai entendu parler de Dewey, du pragmatisme. Puis, j'ai fait le lien aussi avec une nouvelle littérature que peut-être tu as visité sur valuation studies. Donc, c'est quelque chose aussi qui est intéressant, c'est donner la valeur. Puis, ça m'a mené aussi une réflexion que tu l'as souligné, je trouve super intéressant, de comment sortir de cette paradigme économique où la valeur est directement liée à l'utilité. Et moi, je viens de l'économie, donc cette maximisation de l'utilité, c'est difficile à sortir. Par exemple, quand on rentre dans l'économie sociale, que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la maximisation de l'utilité profit, disons. Et ça m'a amené encore à quelque chose, mes réflexions sont des idées qui viennent, des réflexions aussi, à cette affaire de donner de la valeur, l'importance de donner de la valeur, les respects le respect pour la valeur donnée, tiens, c'est ça. Et ça, peut-être c'est en lien aussi avec un peu la question d'Amina. Et si on fait le lien avec des organisations à vocation sociale, et ce respect à donner de la valeur quand on essaye d'évaluer, parce qu'on essaye d'imposer dans la plupart des cas des méthodes d'évaluation, et des méthodes d'évaluation qui sont très rigides. Et sans penser à la mission sociale. Ça, c'est extrêmement intéressant. Pour la question d'Amina, il me semble qu'il faut autant pour des organisations à vocation sociale que des projets en développement. Je pense que plutôt qu'essayer de continuer à imposer des formes d'évaluation, c'est retourner à la mission, aux objectifs pour dire qu'est-ce que l'organisation, qu'est-ce que les projets donnent comme valeur, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire comme contribution sociale. Et à partir de cela, l'amener, l'accompagner à trouver cette valoration, quoi. Mais ce sont des réflexions, je trouvais super intéressant ce que tu dis, même le fait que la valeur soit l'absence de changement, je trouve très intéressant dans le sens des respects de la valeur donnée par autant les organisations, les populations, etc. Bon, juste des réflexions, mais merci pour la présentation, je trouvais extrêmement intéressante. Ok, j'en prends note. Merci, Sonia. Amina. Je n'ai pas demandé la parole. Est-ce que votre main est toujours... C'est une vieille main. Martine, c'est toi. Bonjour, alors je suis avec Martine, mais c'est moi qui ai levé la main. Merci pour cette présentation. Moi, je voulais revenir sur un point qui est important aussi. Alors, désolée, je suis économiste. Mais tu l'as bien dit. Tu l'as bien dit au départ, la notion de la valeur aussi, et finalement le marchandage qu'il y a. Dans la théorie néoclassique, ce marchandage permet aussi de résoudre la conflictualité qu'il y a entre les différents
hiérarchie de valeurs entre les gens. Le marchandage et le fait de trouver le prix permet de résoudre cette conflictualité, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur quelque chose. Et justement, je voudrais voir dans ta proposition si, en passant par la valeur sociale, tu as trouvé des éléments qui permettent aussi de voir comment on résout cette conflictualité qu'il y a entre les différentes échelles de valeurs qu'on va avoir et comment on les ordonne. Parce que c'est ça, c'est que des valeurs, on en a plusieurs. Il peut y en avoir une large part de valeurs. On a tous des valeurs qui peuvent être différentes. Mais à un moment donné, il y a l'enjeu de clôturer cette conflictualité entre nos valeurs et de les hiérarchiser. Et c'est à ça que le marché fonctionne. Et donc, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est finalement, est-ce que quand on parle de valeurs sociales, on arrive à gérer cette conflictualité? Et deuxièmement, tu as bien mis en avant, la valeur sociale, elle va se baser sur des institutions. Est-ce que, justement, là, quel est le rôle de ces institutions? Et puis surtout, qui sont-elles dans ce processus de faire émerger une hiérarchie des valeurs et donc de résoudre la conflictualité de ces valeurs, parce que d'ailleurs, ces valeurs, c'est des représentations du monde qui sont complètement différentes. Je te remercie. Oui, merci beaucoup. Hein, ça fait plaisir de t'entendre parce que finalement, tu es économiste, tu connais le sujet mieux que moi, mais tu as compris aussi l'idée, c'est l'idée qu'en n'étant pas économiste, comment on fait, parce qu'on utilise un concept qui vient de l'économie, avec toute une charge idéologique imprégnée par la théorie néoclassique, la théorie de l'utilité marginale, il y a toute l'idéologie capitaliste dedans, le monde capitaliste dont on vit aujourd'hui, avec tous ses bénéfices et surtout ses défauts, sont basés sur cette idée de création de valeur, sont basés sur ces homo economicus que nous ne sommes pas. Hein. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant, parce que quand on lit Dewey, c'est ce que je disais tout à l'heure, Dewey, il parle beaucoup des valeurs, hein, comme tu as utilisé. Il parle justement de cette hiérarchisation de valeurs, et ça, c'est justement lié d'une certaine façon aux institutions. Moi, j'avoue que quand je suis arrivé là, j'étais un peu perdu parce que moi, j'étais intéressé par la valeur au singulier. Et quand je commence à lire Dewey, il me parle des valeurs. Et là, j'ai dit, mince, non, mais je voulais juste une, pas plusieurs, juste la valeur. Parce que si on prend plusieurs valeurs, plusieurs institutions, ça va être compliqué. Et finalement, c'est comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, voilà. Pour répondre à ta question, ce qu'on fait dans le terrain qu'on analyse en Corse aujourd'hui, c'est d'utiliser, d'identifier les logiques institutionnelles. Les logiques qu'on peut identifier comme les logiques du marché et la logique, comment on appelle ça, la logique environnementale. C'est pas environnemental qu'on utilise comme terme, la honte là. Heureusement, je n'ai pas mon micro-auteur ici, mais on identifie ces deux logiques qui sont liées à des institutions très présentes, comme le marché, et des institutions émergentes liées à la transition écologique. Et là, on essaie d'identifier comment les gens valuent les choses et comment les valeurs que les gens ont sont mis à l'épreuve, sont mis en action pour ce processus d'évaluation-là. On n'a pas réussi à trouver des éléments qui nous permettent d'hiérarchiser ces valeurs-là. On les identifie, c'est tout. Même si de façon un peu implicite, on peut imaginer qu'il y a une certaine hiérarchie, mais c'est compliqué de demander aux gens de les classer. Bon, je sais que je te laisse un peu sur ta faim aussi, mais c'est dû au fait de la complexité de la théorie et de la discussion. N'est pas tous ces processus d'évaluation, il est basé sur des jugements de valeur de chacun.
ils sont individuels, mais pas que. Il y a des institutions qui régissent les jugements de valeur du point de vue institutionnel et collectif. Et donc, on essaie justement d'identifier ça de façon collective, sans aller dans l'individu. Et ça rejoint une question qui est apparue ici sur le chat, qui ont fait ça à travers le discours que les gens utilisent. C'est une démarche qualitative, on a fait des entretiens et on analyse ces discours à travers de codage pour identifier comment le discours est construit, quels sont les éléments institutionnels et les éléments d'évaluation qui apparaissent dans le discours des gens. Mais on n'a pas trouvé des éléments qui nous permettent de faire une hiérarchisation, peut-être une catégorisation, mais un peu, j'avoue, forcé par le cadre théorique qu'on utilise en des logiques institutionnelles. Le discours, je vois la question de Fabio. Est-ce que tu vois une différence entre logique institutionnelle et discours? Oui, je dis, les logiques institutionnelles, elles peuvent se manifester à travers le discours des gens. Ce n'est pas le discours qui définit la logique, mais la logique qui va, d'une certaine façon, moduler le discours. Donc, en ayant ça comme prémisse, on va analyser les discours des gens pour voir dans quelle façon les logiques vont apparaître, vont se manifester, vont prendre forme. Et bien sûr, pas seulement le discours, mais voir aussi ce que les gens font. S'ils font ce qu'ils disent, s'ils disent ce qu'ils font, pour identifier ces logiques-là. Le discours est un élément très important de notre enquête. Mais il y a aussi l'observation. On est allé sur le terrain, on a observé ce que les gens faisaient, on a observé certains rapports sociaux, rapports de force, rapports de pouvoir qui sont observables et qui peuvent nous donner des éléments pour identifier les logiques qui sont en œuvre pour déterminer ou pour influencer un tel et tel comportement, un tel ou tel discours. Merci. J'ai une réflexion aussi, Giovanni. Quand tu as parlé d'absence de changement et valeurs sociales, c'est ce qui nous a un peu provoqué et attiré notre attention parce que c'est vraiment intéressant. Et ça me fait penser à une discussion que nous avons souvent dans la communauté en technologie sociale en Amérique latine, où il y a aussi une espèce de refus souvent des idées de Schumpeter, et notamment d'innovation, où souvent aussi on fait une discussion entre valeurs sociales et innovation, justement en réfutant le côté incontournable de l'innovation, en voyant souvent l'innovation comme une source d'exclusion et en voyant la récupération des pratiques ancestrales ou existantes comme une grande valeur sociale. Alors, je ne sais pas si ce type de réflexion aussi peut faire partie de ton travail, une fois que je vois un lien quand même dans ce que tu viens de dire, et cette idée que l'innovation, elle n'est pas incontournable. Au contraire, dans certaines situations, c'est même à éviter. Oui, non, mais justement, je dis ça, j'avoue que de façon un peu intuitive, hein, bien sûr, après l'expérience du terrain, mais c'est plutôt intuitive, parce que j'étais frappé par une définition de valeur sociale qui mettait en avant l'idée de changement, qui définissait la valeur sociale à partir du changement. Je me suis dit, or, il y en a qui vont donner plus de valeur pas au changement qu'au changement. Des fois, certaines organisations, soit sociales ou gouvernementales, veulent apporter un changement, veulent apporter la solution libertatrice qui va créer de la valeur sociale à une communauté telle ou telle, et sans se demander justement mais quel est le processus d'évaluation. Et dans ce processus d'évaluation, qui des fois est établi depuis des générations, les gens vont justement garder des traditions, garder des choses qui sont là, et ils ne cherchent pas le changement. Parce que justement, des fois, ces choses sont liées à des éléments
non échangeables. Et donc, c'est ça le problème d'utiliser l'utilité, parce que l'utilité, elle va régir quelque chose basé sur l'échange. Et des fois, les gens vont donner de la valeur à une chose qui, pour eux, n'est pas échangeable. N'est pas échangeable. Ouais. Je sais, une des réflexions que j'ai eues pendant toute ta présentation, surtout la fin, et c'est un peu parce que tu nous as provoqué avec des oui, et là, on a pensé tous au pragmatisme, et j'ai l'impression, je trouve que ça serait intéressant de plonger un peu plus sur qu'est-ce qu'une vision pragmatiste nous dirait de la valeur sociale. Je trouve que ça serait intéressant d'aller dans ces eaux. Je pensais aussi à Boltanski Thévenot avec je crois qu'il y aurait un intérêt dans cette idée d'opérationnalisation de cette notion de valeur sociale en tant qu'un processus. Tu es en train d'utiliser l'idée des logiques institutionnelles, mais peut-être Boltanski Thévenot serait aussi intéressant pour essayer de considérer, je ne sais pas, je me suis dit que ça pourrait être aussi une piste pour toi de réflexion, peut-être pour nous, parce qu'on est à côté, là, on peut discuter ensemble à chaque jour. Et un dernier élément que j'aimerais savoir, c'est, on parle énormément en impact social. Est-ce que dans tes réflexions, aussi, tu es en train de révisiter la notion d'impact social à partir de cette réflexion que tu fais de valeur sociale? Ça, c'est des provocations finales, Giovanni. Oh, je sais. Hein. D'abord, pour parler du pragmatisme, je pense que je ne peux pas y échapper. Hein. J'avoue que quand je suis tombé sur Dewey dans mes recherches, je ne le connaissais pas. Hein. Je n'ai pas eu contact avec Dewey pendant ma thèse. C'était en lisant les choses. Et donc là, j'ai vu que, waouh, j'ai commencé à lire Dewey. Il partait dans tous les sens. Et moi, j'étais, non, mais où est-ce que tu parles de la valeur, là? Je veux savoir de la valeur. Et c'est quelqu'un qui a écrit tellement de choses. Et le pragmatisme, je ne peux pas y échapper. Je peux pas échapper. J'avoue que dans les premiers moments de ma recherche, j'ai un peu qui fait le tri de ce qui dit oui parler pour rester sur la valeur. Mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que tout est étroitement lié, hein, au pragmatisme. Et c'est quelque chose, ça fait partie des brouillons que j'ai. Hein. Marley, elle m'a demandé une version de papier et j'ai hésité à l'envoyer parce que j'ai une version ancienne et plein de brouillons à côté, des choses que j'ai un document Word où je mets des choses dedans. Il a plusieurs pages. Et des fois, même moi, je me perds dedans. Et donc, j'ai essayé de faire quelque chose plus structuré et je n'ai pas réussi. Donc, j'ai fini par t'envoyer une version ancienne du papier. Mais bon, tu as vu que l'idée, elle est là. Et donc, voilà, ça fait partie de mes élucubrations, le pragmatisme. Par rapport à l'impact, ça revient à l'idée de mesurer, hein, de dire, souvent, surtout dans la pratique, quand les gens parlent d'impact social, ils veulent savoir, mais alors, finalement, comment on mesure ça? Qu'est-ce que ça change dans la vie des gens? Et c'est une question tout à fait légitime, hein, auquel j'ai décidé de ne pas m'intéresser directement, dans le sens, je ne veux pas proposer un modèle d'évaluation de l'impact. C'était mon but tout au début de ma thèse. Hein, j'ai laissé tomber, j'étais perdu dans ce sens-là parce que c'est très, très compliqué. Mais d'une certaine façon, il est lié. Hein, il est lié parce que à partir du moment où on comprend le processus d'évaluation, comment les gens donnent la valeur, comment les gens créent ce processus d'évaluation, on peut mieux comprendre l'impact qui va avoir telle ou telle action dans la vie des gens. De là à la mesurer, c'est une autre chose. Je suis plus intéressé par l'identifier que de le mesurer, tu vois. Mais je pense que c'est étroitement lié.
Merci beaucoup. Il y a Sonia qui m'envoie des références. Merci, Sonia. J'en prends note. Merci infiniment, Giovanni. Je ne sais pas s'il y a, je crois qu'on a vraiment beaucoup appris avec toi cet après-midi. C'était super. Il y a déjà la demande pour la rediffusion. Alors, j'espère qu'on va discuter après si tu acceptes qu'on rediffuse ta présentation aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si Sonia ou si vous voulez, on peut faire la clôture ou ça va, Sonia? Oui, merci beaucoup. Merci Marley pour l'animation. Merci beaucoup Giovanni. C'est très apprécié et la discussion aussi que ça suscite. Donc ça, c'est le but aussi des séminaires. Et merci encore tout le monde pour être ici aujourd'hui avec nous. On vous souhaite un bel après-midi. Merci beaucoup à tout le monde. Ça fait toujours plaisir de pouvoir partager les idées comme ça et pouvoir discuter sur ces sujets qui me passionnent, bien sûr, mais que je sais qui trouvent de l'écho dans ce que vous faites. Et donc, merci beaucoup pour votre attention et pour vos commentaires. Merci Giovanni. Bye, bonne journée tout le monde.